Salut tout le monde. Salut. C'est le retour de Café Série, c'est notre épisode 31 déjà. 31, ouais. C'est la sagesse, 31, on a passé la trentaine là. Bientôt on va vous faire des reviews de Derrick, faites gaffe. Ouais, ça va être chaud là. L'intégrale d'Arabesque, tout ça. Arabesque, l'armoire du risque direct, tous ces trucs-là. Ah, ça serait pas mal. Ouais. Non? Ouais, ça peut être marrant, ouais. Faire un truc rétro. Pourquoi pas, après tout. Ouais, faut pas me tenter. Non, cette semaine, on va pas vous faire peur, on a plutôt prévu des séries d'actualité. Hein. Ouais, complètement dans l'actu. À fond dans l'actu. On a encore vu plein de séries, mais on imagine que vous aussi, du coup, parce que avec Netflix, c'est tellement facile qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent. Donc, du coup, on va aussi parler de Netflix, mais pas que. Parce que Kevin, il nous a ressorti sa série fétiche. Je n'irai pas jusque-là, mais je suis resté dans l'actualité. Ouais, non, c'est dans l'actualité aussi, donc c'est pas mal. Et j'espère que vous aussi, vous avez vu le fameux épisode de Black Mirror, parce qu'on voudrait bien en parler avec vous. Donc la chatroom, si vous avez des trucs à dire, on vous attend, parce que c'est tellement... Il y a tellement de choses à dire autour, et puis d'avis divergents, que ça serait assez intéressant de voir ce que vous avez à dire. En attendant, on va faire, comme d'hab, un petit tour des news. Ouais. Pas trop, mais quand même une ou deux importantes. Et donc c'est parti, c'est l'espresso. Ah, ça y est, Kevin est mal. Bon, alors, le virus de la grippe est arrivé en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est la première news. Deuxième news, dans les States des États-Unis, il y a eu un truc très important il y a quelques jours, enfin quelques semaines même, c'était les Golden Globes. Et donc on voulait quand même revenir sur cette cérémonie qui est hyper importante. Ouais. Et aussi parce qu'en fait, on a parlé de plein de séries qui étaient nommées, qui ont eu des prix aux Golden Globes. Donc, je pense que le jury regarde Café Série. Ils ont vu nos avis et ils ont voté en conséquence derrière. Ils nous ont écoutés. Ça me semble sage. Ouais, je pense que y a quand même une série, on était à peu près sûrs qu'ils allaient gagner. Parce que c'était la dernière fois qu'ils étaient là. Enfin, on se dit ça, mais il y a des séries qui ont été snobées tous les ans. Mais bon. Oui, c'est clair, ouais. C'était donc la consécration pour The Americans. Ouais, enfin, quoi. Voilà, ils ont enfin remporté leur Golden Globe. Ils étaient nommés chaque année, quasiment. Chaque année. En fait, la série n'avait encore jamais gagné. Ouais, les acteurs, oui. Les acteurs, ouais. Mais la série, non. Donc, voilà, The Americans a été consacrée meilleure série dramatique. Ah, je suis content, hein, parce que la dernière saison était géniale. Enfin, toute la série en entier était géniale, mais la dernière saison était vraiment, superbe. Je suis à la bourre. Ouais, moi, je suis vraiment hyper fan de The Americans. Hein, c'est un de mes meilleurs dramas de ces dernières années. Enfin, un des dramas que j'ai préférés. Les gens hyper contents qu'ils soient enfin récompensés. Tant mieux. Non, mais ils le méritaient. De toute façon, il fallait pas qu'ils partent sans avoir une récompense. C'était un peu... ça aurait été dingue. Ah, ça aurait été impensable. Bon, côté comédie, par contre... C'était un peu surprenant. Il y a la côté comédie. On s'attendait pas trop. Ça s'appelle The Kominsky Method. C'est quoi ce truc? C'est une série avec Michael Douglas. Voilà. Et c'est moyen, on va dire. Ça donne pas du tout. Il y avait quand même beaucoup mieux. Ouais. Sur à peu près toutes les chaînes, hein. Il y avait quand même beaucoup mieux. D'habitude, on dit ouais, il y avait pas trop de concurrence, mais là quand même, il y avait des trucs bien. Il y avait quand même beaucoup de trucs. Il n'y a pas eu Barry, quoi, par exemple. Barry, qui a été. Il y a eu l'Emmy Award, je crois. Mais ouais, Barry, par exemple. Et Barry, non, il était nommé, mais finalement. Il y avait Mrs. Maisel aussi. Mrs. Maisel aussi, qu'il n'a pas eu, alors. Bon. Quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ça. Bon, ensuite, il y a eu la mini-série American Crime Story, c'était celle sur Versace, l'assassinat de Gianni Versace. Ouais, bon, moi, j'ai regardé un peu, c'était assez bluffant. J'ai pas fini, j'avoue, mais c'était quand même une belle reconstitution et l'acteur était phénoménal. Donc, ça a l'air bien. Ouais, c'était vraiment bien. Donc, c'est pas... Bon, voilà. Après, j'avais pas vu toutes les mini-séries. De toute façon, elles arrivent pas toutes chez nous, donc c'est un peu compliqué de se prononcer sur cette catégorie. C'est toujours un peu... Oui, ça arrive au compte-gouttes. Hein. En plus, suivant, ça peut des chaînes différentes qui vont l'acheter en plus. Donc, si t'as pas tout le bouquet de chaînes, c'est compliqué de voir. Exactement. Côté acteur, par contre, on a été servi. Ouais. Alors, le premier, on vous en a parlé, puisque on vous a parlé de Bodyguard il y a pas très longtemps, juste avant Noël. Et donc, c'est l'acteur Richard Madden qui a remporté le Golden Globe du meilleur acteur. Voilà. Ouais. Mais un peu surprenant quand même. Enfin, il est très bon dans le rôle, tu vois, mais je l'aurais pas vu. Mais c'est pas un rôle de dingue, quoi. Non, voilà. On m'avait dit qu'il était assez monolithique, c'est sur garde du corps, donc. Non, après, il faisait bien le boulot, quoi. Il était touchant par moments et tout, mais pas. Je l'aurais pas vu gagner vraiment le Golden Globe par rapport à d'autres. Voilà, donc après... Non, mais Poppy nous dit merci pour la reco de Bodyguard, tant mieux, si t'as aimé. La meilleure actrice, par contre, le plaisir
C'était cool pour Sandra Oh. Ouais, Sandra Oh, c'était fantastique. En plus, elle était présentatrice. Ouais, elle était co-anime des Golden Globes. Elle a eu son Golden Globe pour Killing Eve. Et franchement, ouais, elle était super bien. Elle était tellement géniale. Ouais. Et le discours qu'elle a fait, il était aussi hyper chouette. Donc, cette nana, elle a l'air fantastique. En vrai, en plus. Ouais. En plus d'être une super actrice, donc... super bonne nouvelle. Meilleur acteur comédie, c'était Michael Douglas pour sa fameuse série qu'on n'a pas aimée, qui a été primée en comédie. À voir. Bon. Et il y a eu aussi Mrs. Maisel, donc Rachel Brosnahan qui a eu la récompense. Deuxième année de suite. Deuxième année de suite, ouais. Voilà. J'ai dit une bêtise tout à l'heure que Sandra Oh, c'est pas comédie, c'est drama. Oui, c'est drama. Ouais. Désolée, c'est vendredi. La fatigue, tout ça. Voilà. Donc, niveau récompense, c'est quand même plutôt cool. Oui, dans l'ensemble, le palmarès, c'était pas mal, ouais. À part la surprise Kominsky Method. Ouais, à part celle-là, mais je sais pas ce qui s'est passé. Non. Mais bon, Killing Eve, c'était tellement la claque de l'année dernière que c'est 1000 fois... ouais, ça m'a c'est 1000 fois mérité, et Yann est d'accord avec nous, donc c'est cool. Voilà. On est content aussi. Autre news dans un style totalement différent. Ouais. C'est un peu le thème de la soirée en même temps. Je me suis fait plaisir. C'est Gillian Anderson qui a été annoncée dans The Crown. Donc déjà, The Crown, on adore. Oui, on a hâte de voir la nouvelle saison. On a hâte, les nouveaux acteurs. parce que c'est des nouveaux acteurs. Le principe, c'est de suivre l'évolution de la vie de la reine Elisabeth. Et là, on a déjà eu 3 saisons. Et donc, il va falloir patienter. 2 saisons, pardon. Il va falloir patienter parce que Gillian Anderson n'arrivera qu'à la saison 4. Oui, c'est ça qui est un peu surprenant. C'est-à-dire donc, c'était pas pour cette année, mais pour encore la saison prochaine. Quoi. Ouais. Et alors, elle va jouer qui ? Elle va jouer Margaret Thatcher. Ce qui est OK. Pourquoi pas. J'ai levé un sourcil quand même. Mais si, non, mais elle va être formidable. On le sait. Oui, elle va être formidable, tu vois. Mais bon. On le sait. Mais donc, déjà qu'on avait très envie de voir cette série, si en plus il y a Gillian Anderson, ouais. Ça veut dire aussi que la série va avancer un peu, très vite dans la timeline, quoi. Ouais, déjà Thatcher à saison 4. Ouais, mais je pense qu'ils vont pas non plus faire pendant 10 ans. Hein. Non, mais ils avaient lancé au moins 3 acteurs, 3 générations d'acteurs. 2 fois 3. 2 fois 3, ouais. Ouais. Il y a encore des choses, et puis elle est toujours pas morte, alors tu vois. Oui, il y a encore plein de choses à dire. Niveau actu, alors là c'est une actu spéciale France, je regarde les séries sur M6, il rigole Kevin. Oui, parce que ça là, je m'attendais pas à ça. Celle-là tu l'as vu, hein. Mais moi aussi. Bon, en fait, c'était pas juste que... C'était plus la news surprenante, en fait. C'est que la série FBI arrive sur M6. Bon, vous me direz FBI, peut-être vous avez même pas vu, vous savez même pas ce que c'est. Le générique au possible. FBI. C'est une série de Dick Wolf. Et en fait, Dick Wolf, c'est le gars qui a créé Law and Order, New York Police Judiciaire, New York Unité Spéciale, tout ça, qui sont des séries qui sont sur... exécutif, Dick Wolf. Qui sont sur TF1. Donc voilà, déjà que cette série arrive sur M6. Je l'ai même pas vue, parce que j'avais tellement pas envie. Non. Parmi toutes les nouveautés de l'année, franchement... C'est pas du tout une série qui m'a attiré l'œil. Non plus, rien que l'affiche déjà. Voilà, l'affiche elle est moyenne. Je préfère revoir des vieux épisodes de Law and Order que de... Mais c'est ça, mais il y a tellement de trucs avec du FBI. En plus, là, dernièrement, sur M6, il y avait le truc avec le SWAT. Non, mais c'est... ça fait 2 ans, là, c'est un peu l'overdose. Hein. On avait fait un truc qu'on nous parlait avec des militaires. Voilà. Et là, maintenant, c'est la génération FBI. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le FBI et à New York, voilà, avec même les acteurs, bon, je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais moi, je vous donne l'info parce que ça arrive en France, on n'a pas la date, mais on va avoir ça. Ils vont en diffuser 6 à la suite quand pour NCIS le vendredi soir. C'est pas quoi faire. Non, de toute façon, le vendredi soir, il y a Café Serré, donc on regarde pas, on regarde pas FBI sur M6, hein, mais bon. Par contre, l'autre news qui a fait chambouler tout Twitter cette semaine, c'est clair. C'était du sable. Vous avez vu cette photo ? Ah ouais, vous avez vu ou pas ? Surprenante photo. Donc, le fameux tweet d'Alexandre Astier qui nous dit « Voilà où le tournage va commencer dans quelques jours. Kaamelott, premier volet cinéma, #2020 ». Oui, donc il y a une date. Tu vois, ça c'est cool. Voilà. Il est chiant parce que dans toutes ses interviews, il fait « Non, je parle pas ». Ça fait un moment, il dit « Ouais, on est en train de travailler dessus ». Ouais, voilà. Et puis non, on parle pas du film. On fait « Non, posez-moi des questions sur autre chose que le film Kaamelott ». Et bam, il te balance le tweet. Ça... Ouais, voilà. ça a marché, quoi, son petit effet de surprise. Il est trop fort. Voilà, du coup, tout le monde est au taquet. Bon, mais 2020, hein, donc...
C'est cool enfin que ça se concrétise. Hein. Ouais. Ça fait, je sais même plus combien d'années que la série s'est arrêtée. Quoi. Ça fait 10 ans, hein, je pense, facile. Hein. Ouais, il avait dit Arthur sera de nouveau en héros Pedrolitos, tu as bien raison, il a tweeté ça. Donc, l'art du teasing, Maître Astier, est pas mal du tout. Ouais, c'est cool. Hein. On va Voilà. suivre ça de très très près. C'est ça. Je pense. Donc voilà pour le petit tour des news, avec une dernière news qui faisait quand même bien plaisir. Et donc, on va passer tout de suite à notre top 3. Bah, c'est le top 3 des séries qui sont bien. Ouais. Voilà. Série début d'année. Série de janvier. Pas de thème particulier dans ce top 3. Non, c'est un peu du pêle-mêle, ouais. Mais c'est un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu. Il y a beaucoup d'actu qui arrivent à partir de maintenant, je crois, à partir de fin juin jusqu'à tout le mois de février est blindé, donc il y a des trucs qu'on voulait caser maintenant. C'est ça, après le gros rush. C'est pour ça. C'était censé être la période creuse de l'hiver, mais ça n'existe plus du tout. Ouais, hein. Là, on est parti sur des grosses séries. Notamment, donc, la première, True Detective, très attendue au tournant. Ouais, quand même, c'est enfin le retour de True Detective avec une saison 3. Ça faisait, je l'ai noté, ça faisait 4 ans quand même. Hein. Ouais, parce que t'attendais. Ouais, bah un petit peu, hein, 4 ans. T'as vu la saison 2 ou comment ça se passe? Oui, j'ai vu la saison 2. J'ai pas aimé la saison 2, mais j'ai vu la saison 2 quand même. Bah c'est ça. C'est-à-dire que, retour en arrière, la saison 1 était génialissime. Voilà, on va faire un petit rappel. Hein, donc, hein True Detective, donc série anthologique qui sur les enquêtes de meurtre. Hein. La première saison a été un phénomène, même plus qu'un phénomène, hein, avec deux immenses acteurs, hein, Matthew McConaughey Woody Harrelson qui était dedans, donc c'était un phénomène. Tout le monde a parlé, donc vraiment. Surtout que Nick Pizzolatto, à l'époque, il était pas connu. Ah, complètement inconnu au bataille, Nick Pizzolatto. Ça a été le gros truc. Hein. Et donc ensuite, saison 2 l'année prochaine, et là on est un peu déchanté. Oui. Donc ça s'est changé de focus. Au lieu de 2 personnages, il a vraiment agrandi le cast, il y a beaucoup plus de personnages. Et moi j'avais trouvé vraiment que ça se regardait beaucoup écrire. Ouais, bah, c'est aussi super fouillé quoi. Enfin, c'était fouillis, mais beaucoup écrit à tous les passages. Bon, la saison était c'était un peu surécrit. Bon, il n'y a pas très subtil, un peu surécrit. Ah bah oui. Où les personnages ne parlaient pas de manière très naturelle, mais ça allait. Là, c'était vraiment le niveau 101 quoi. Et donc, c'était vraiment du n'importe quoi du début à la fin, malgré des bons acteurs qui faisaient le job. Ouais. Mais voilà, la sauce n'a pas pris. D'accord, ouais. Et bon, il n'y a pas que non, parce que les audiences n'étaient pas au rendez-vous non plus. Malgré tout, la chaîne HBO a maintenu sa confiance à Nick Pizzolatto pour donc refaire une nouvelle saison de True Detective. Mais malgré tout, il s'est écoulé comme 4 ans depuis la saison 2. Il a peut-être travaillé son scénar. Il a un petit peu travaillé son scénar. Je pense qu'on lui a mis un petit coup de pression aussi derrière pour faire quelque chose. Et on va revenir dessus de toute façon. Donc toujours avec Nick Pizzolatto. Donc cette saison 3, c'est un peu un retour aux sources. C'est-à-dire à la voiture. Ouais, retour à la saison 1, c'est-à-dire on va retrouver un duo d'enquêteurs, ce qu'on avait perdu dans la saison 2. On va retrouver une intrigue qui se déroule dans la campagne américaine. Hein. Cette fois-ci, ça se déroule en Arkansas, dans les Ozarks. Et on va aussi retrouver une intrigue qui va se dérouler à travers plusieurs époques, comme pour la saison 1. Donc ça va se dérouler à 3 époques. On va surtout suivre le personnage donc de Mahershala Ali, hein, qui s'appelle Wayne Hayes, qu'on va retrouver donc à 3 époques de sa vie. En fait, il va être toujours marqué par cette enquête-là. Cette enquête-là qui l'a marqué de façon... qui a marqué à la fois son côté professionnel, mais aussi sa vie personnelle. Hein. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Il est également accompagné de... Il est où ? Hop là. Roland West, hein, qui n'est pas Steven Dorff, qui fait le boulot. Ouais, il est... J'aime bien son personnage. Donc le focus est vraiment sur Mahershala Ali. Donc il joue un ancien du Vietnam où il faisait la reconnaissance. Donc c'est plutôt un mec solitaire. Il est un peu présenté comme le chasseur. Hein. Bon, on l'a dit, c'est pas toujours très subtil. Hein. Trop détective. On est un mec qui enquête sur des meurtres. On va le présenter comme le chasseur, le tracker. Voilà, oui. Ouais, voilà, bon, c'est pas très subtil, mais ça fonctionne parce que l'acteur est superbe. Parce que Mahershala Ali fait un boulot fantastique. C'est un mec extraordinaire. Il a sa carrière qui a vraiment explosé depuis 2-3 ans, vraiment, surtout au cinéma. Parce que ça fait hyper longtemps qu'on le voit, en fait, dans la série. Ouais, depuis les 4400. Ouais, depuis les 4400, exact. Il était là. Et pourtant, on le mettait jamais en avant. Et non. Et il était vraiment revenu aux affaires, je trouve, avec House of Cards. Il avait été très bon dans House of Cards. Et après, sa carrière a explosé au cinéma. Et je suis très content parce que c'est vraiment un super acteur. Donc, True Detective, il y a 3 épisodes diffusés seulement pour l'instant. Donc, aux États-Unis, c'est diffusé sur HBO et chez nous, c'est sur OCS, donc le lundi soir, le lendemain après la diffusion. Mon avis, là, sur les 3 premiers épisodes, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça se regarde moins écrire que la saison 2. Vraiment, c'était vraiment le gros point faible pour moi, la saison 2.
Mais du coup, je trouve que c'est un peu plus sage dans l'écriture, un peu plus scolaire. Tu vois, ça sort pas trop des rails. C'est plus dans les terrains connus, c'est-à-dire c'est quand même le pitch, c'est quand même des disparitions d'enfants. Un peu plus réaliste. Voilà, enfin on a aussi plus l'habitude de le voir, mais en même temps le fait que ça soit déplacé dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les séries américaines, plus sur différentes timelines, ça amène quand même des choses. Ça amène des choses, mais bon, il manque une petite étincelle supplémentaire, j'ai trouvé. Mais tu l'auras peut-être. Tu l'auras peut-être pour la suite. C'est vrai que bon, il y a 8 épisodes de prévus, donc on n'est pas encore à la moitié là. Mais il manque un petit truc. Je trouve qu'il y a quelques longueurs, parfois dans certaines scènes de discussion entre les personnages. Autant je parlais de sa vie personnelle, il y a des choses intéressantes, mais parfois c'est un peu longué. Je sais pas s'ils ont. Je sais pas s'ils ont. Super long déjà. Ouais. Ils font 55 minutes. Bien près. Du coup, je me demande s'ils n'avaient pas vraiment le matos pour tenir 8 épisodes et s'ils ont un peu tiré en longueur ou si la construction de la saison était en fait un peu comme ça. Donc un peu mitigé là-dessus. Mais malgré tout, voilà, je la suis avec plaisir. Vraiment, moi qui aime les séries policières, les séries de serial killer et tout ça, ça se suit vraiment avec plaisir. L'atmosphère est toujours très travaillée. Vraiment, la photographie est toujours très belle, les décors sont toujours très beaux, les décors. Les costumes. Et pourtant, c'est pas les mêmes réalisateurs que dans les saisons. Non, ils ont changé là. Il y a Nick Pizzolatto qui réalise, je crois, 2 épisodes cette saison. Ils n'ont pas encore été diffusés, mais je crois qu'ils en réalisent quelques-uns au cours de la saison. Et malgré tout, ça fonctionne. J'ai envie de savoir vraiment le dénouement. Oui, tout à fait. Vraiment. En gros, on peut quand même dire, c'est pas aussi bien que la saison 1, mais ça dépasse la saison 2 largement. On peut aussi zapper la saison 2 et passer... Enfin, en fait, c'est une anthologie. Donc, c'est une anthologie, on peut complètement zapper. En priorité, quand même, voir la 1. Mais si vous avez déjà vu la 1, vous pouvez voir la 3. Ouais, complètement. Vous pouvez sauter dessus. Ça va vous plaire, je pense, si vous avez Si vous avez aimé la 1, vous aimerez la 3. Ouais, complètement, pas de souci. Et puis, si vous aimez les enquêtes policières avec des serial killers, ça va vous plaire. Ça va vous plaire aussi. C'est ça. Donc, voilà, True Detective, donc c'est sur OCS. C'est sur OCS, ouais. Très bien. Alors, série suivante, c'est sur Amazon. Donc, Mrs. Maisel, saison 2. Saison 2. Enfin. C'était long. Ou c'est juste moi qui attendais? Non, ça faisait qu'un an. T'étais impatiente de la retrouver. C'était presque comme les 4 ans de True Detective, ça m'a fait le même effet. Il y a eu un truc. Donc, la série continue. C'est toujours le même peps de Mrs. Maisel et de Amy Sherman Palladino, la créatrice qui balance des dialogues plus vite que son ombre, ça fuse, ça dégaine de partout. Et alors là, mention spéciale, je peux dire c'est dans le premier épisode, elle se retrouve à faire un stand-up à Paris. Ah, cool. Donc, elle fait son stand-up en anglais dans une salle remplie de Français, et donc il y a une femme qui s'improvise traductrice. Donc, il y a Mrs. Maisel qui balance son texte comme une mitraillette en anglais sur scène, et en bas, il y a une Française qui est en train de traduire aussi vite qu'elle, c'est un truc de fou, et les deux parlent en même temps. Il y a que cette Amy Sherman Palladino pour faire un truc pareil, c'est un sacré début de parole. Et donc oui, ça se passe à Paris parce qu'en fait, le pitch de la saison, c'est que les parents de Midge, donc qui s'appelle en fait Mrs. Maisel, mais son prénom c'est Midge, sont en pleine crise, et sa mère décide de partir à Paris, de partir s'installer à Paris, et donc Midge va essayer de la raisonner et de la faire retourner auprès de son père, et en gros c'est la femme émancipée qui essaye de dire à sa mère qu'il faudrait pas trop qu'elle s'émancipe parce qu'il faut qu'elle se revienne avec son papa. En gros, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Et bon, du coup, voilà, c'est une vision parisienne très américaine, hein, comme d'habitude, mais ils parlent français. Donc, la mère de Mitch parle français et c'est... Ah, tu veux dire qu'ils ont pris des vrais Français pour... Voilà, c'est ça. Pas des Québécois ou encore des des Américains. Bonjour. Non, c'est quand même bien fait. Il y a cette ambiance des années 50 qui est aussi bien retranscrite à Paris. Donc c'est top. J'adorais vraiment le visuel, moi, de la saison. Ouais, mais le visuel, on n'a pas mis d'image. Regarde-moi ça. Ça, c'est à Paris. Ah, les couleurs, j'étais vraiment fan. Non, c'est pas à Paris, ça, c'est un diner. Non. Ouais, mais les couleurs vraiment qui pètent, j'adorais, moi. Donc c'est vraiment chouette. Tout est... Voilà, enfin, c'est tellement travaillé, cette série, au niveau visuel. Et puis, il y a vraiment du texte incroyable. Et bon, après, niveau histoire d'amour, c'est un peu... Bon, c'est compliqué, c'est toujours très compliqué avec elle, mais franchement, c'est
c'est vraiment le texte qui est là. C'est le pep, c'est bouillonnant, ça va dans tous les sens. C'est magique. Ouais, moi, je trouve que cette série, c'est comme nul autre. C'est un tourbillon, en fait, qui t'emporte avec. C'est un tourbillon et on est emporté, on a envie de la suivre. C'est passionnant. Et puis, elle a cette relation avec son agent femme, donc Isabelle Suzy, qui est un personnage extraordinaire. Et la relation entre elles est aussi très très forte. Donc, et puis c'est drôle. C'est vraiment drôle aussi. Il y a vraiment... Et c'est émouvant aussi. Il y a plein de choses. C'est tout en un. Voilà, tout en un. C'est mieux que la saison 1 non, je dirais pas mieux parce que la saison 1, t'avais la nouveauté. Là, tu connais l'univers et tout ça. D'accord. Mais moi, je trouve ça aussi bien. Et du coup, c'est sur Amazon, donc il y a tous les épisodes là. Et je fais doucement. Ah oui. Pour pas gâcher le plaisir. Ah, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a gagné un Golden Globes. Ouais, elle est fantastique. Elle est extraordinaire. Voilà, donc à voir, ça c'est sur Amazon et il y a 10 épisodes. Et dernière série de notre top 3, c'est sur Netflix. Celle-là, vous en avez certainement entendu parler. Vous l'avez même vu affiché. Oui. Oui, c'est surprenant. C'était affiché un peu partout. Même chez nous. C'est affiché un peu partout sur les arrêts de bus et tout ça. C'est ça. C'est donc Sex Education. Donc la série, comment on pourrait la définir le pitch en quelques mots, quoi. Donc ça raconte l'histoire d'Otis, donc qui est un lycéen. Un peu, pas forcément très bien dans sa peau, qui manque un peu timide, il n'y a aucune expérience sexuelle. Et en fait, le côté expérience sexuelle va être important parce qu'en fait, sa mère est sexologue. C'est quelque chose qu'il n'assume pas du tout et qu'il cache à tout le monde, dans le lycée. Tu m'étonnes. Et ouais, c'est une sexologue thérapeute. Et en fait, sa vie va être un peu chamboulée quand il va faire la connaissance, La connaissance de Mive. Ouais. Un petit peu la paria. La paria, c'est complètement la paria du lycée. Et en fait, les deux, ils vont s'associer pour monter une petite affaire. Parce que quand elle va apprendre que sa mère est sexologue et que lui aussi, on le voit qu'il a un certain talent pour parler aux gens, elle, ça fait tilt dans sa tête. Il se dit, on va gagner de la thune avec. Donc, tu vas devenir le sexologue du lycée. Il y a plein de gens qui ont des problèmes. Tu vas leur parler et en échange, et nous, on va prendre leur argent. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Elle est très, très débrouillarde, cette Maeve. Elle est très, très, très maline. J'aime beaucoup. Donc oui, donc c'est ça. Et en gros, la série, ça traite à la fois des relations d'Otis au lycée avec ses camarades, de ses relations assez conflictuelles, moi aussi j'ai du mal, avec sa mère qui, sous couvert d'être hyper libérée, en fait, est en train de couver son gamin et arrête pas de l'espionner. C'est protectrice. Voilà. Donc là, on les voit, elle essaye encore de lui parler de sa vie sexuelle. Donc c'est très très bon. Donc la maman, c'est quand même Gillian Anderson. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on regarde la série, attendez. Mais pas quand même, mais pas que. Mais déjà, il y a quelque chose. Et donc, nos personnages, là, ils sont très très haut en couleur. Ah oui, toute la série est en couleur. Toute la série est très, est très, très marquée années 80. Donc là, déjà, sur la gauche de l'écran, vous voyez, donc c'est Eric, le meilleur ami d'Otis, qui est homosexuel et qui... est très intéressant comme personnage parce qu'il a il est très cool, une trajectoire assez intéressante. Ça permet d'aborder pas mal de problèmes, notamment l'homophobie, mais pas que. Et je trouve que c'est très bien traité. Oui. Et voilà. En fait, c'est sous couvert d'une petite série teen qui se passe dans le lycée. Et on les voit un tout petit peu en cours et surtout dans leur... clinique de sex-thérapie, là, finalement, ça parle de beaucoup de choses. Ouais, complètement. Et pas que des tout petits problèmes adolescents, puisqu'on passe quand même sur des gros problèmes qui sont pas très très souvent abordés dans les séries, ou parfois mal abordés dans les séries. Parfois mal abordés, ouais. Notamment l'avortement, c'est quand même... ça c'est très surprenant. C'est quand j'ai vu l'avortement, j'ai compris que c'était une série anglaise, déjà que c'était pas une série américaine. Oui. Parce qu'au début, j'ai quand même eu un doute. Ouais. Tu te demandais si c'était anglais ou américain. Déjà, j'ai du mal à situer la période, parce qu'ils étaient tous avec des couleurs fluo et des sacs bananes. C'est très bizarre. Donc pendant un moment, j'ai eu un doute, puis après, il y en a un qui dégaine un téléphone portable, je me suis dit, ok, c'est moderne. Et après, je me suis dit, attends, c'est aux États-Unis ou c'est en Angleterre? Et en fait, c'est un campus à l'américaine en Angleterre. Exactement, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. C'est très brouillé. L'époque est brouillée. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça se passe dans les années 80, c'est la mode...
on fait que des trucs 80s et tout ça. Voilà. Sauf qu'en fait, les mecs, ils font du slut-shaming et puis ils se prennent la photo à poil et tout ça. Enfin, il y a les photos qui circulent et tout ça. Donc tu te dis, mais attends, c'est maintenant, mais en même temps, même la musique est rétro. La musique est rétro, ouais. Mais j'aime bien, parce que le côté intemporel, ça permet d'aborder tous les sujets. Hein. Il y en a énormément qui sont abordés. Donc, tu as parlé de l'avortement, tu as parlé du slut-shaming, tu as parlé de l'homophobie. C'est tous les différents problèmes sexuels aussi qui sont abordés de façon très crue. Hein. Ah bah oui, il y a aussi le coming out des filles, là. Oui, des filles, ouais, carrément. Ouais. Donc, non, il y a pas mal tout est abordé, et c'est bien que ça existe, ce genre de série, là. Qu'il n'y ait aucun tabou, en fait. Bah attends, c'est une série anglaise, ils parlent de masturbation pendant une demi-heure, hein. C'est vrai. Ils ont pas peur, hein. C'est vrai qu'ils ont pas peur, ouais. C'est vrai qu'on est un peu formaté par les séries américaines où... Où ils couchent avec soutien-gorge. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est les séries américaines. Mais c'est vrai que là, les séries anglaises sont complètement décomplexées. Complètement, ouais. Mais c'est bien que ça existe, hein. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens, hein, d'avoir une série comme ça. Non, c'est clair. Et puis en plus, en même temps, c'est super sympa à suivre. Quoi. C'est super bien, ouais. Bah ouais, non, mais c'est pas en même temps, t'es pas ado, je veux dire. C'est super drôle. Ouais. C'est vraiment très, très, très marrant. Et non, franchement, c'est top. La réalisation est vraiment superbe. Les couleurs, encore une fois, je parle de Miss Maisel, mais les couleurs de la série sont magnifiques. Tout est hyper travaillé. Bon, on parle des couleurs fluo un peu des fringues. Oui, mais même... tout, les décorations, la lumière, les couleurs, tout est vraiment hyper travaillé. La mise en scène est top. Difficile de citer un exemple comme ça, mais il y a plein de séquences, un peu de zoom ou de plans séquences. La dernière séquence, la dernière scène de la série, elle est... Je suis pas encore là. J'en ai vu 6. J'en ai vu 6. Okay. Bon, tu penseras. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes avant. Hein. Oui, il y a les plans séquences, il y en a vachement. Tous les plans séquences, il y en a vachement. Il y a des espèces de zoom aussi dans les casiers, entre les casiers aussi. C'est pas mal ça. C'est assez bien. Ouais, franchement, ne vous dites pas que c'est une série pour ados parce que voilà, ils commencent à parler. Non, pas du tout, non. Dès le début, ils donnent le ton, mais en fait, non. C'est beaucoup plus sérieux. Et intéressant que ce qu'il n'y paraît au bout des premières minutes. C'est vraiment très très profond, hein. Ça mélange plein de genres différents, hein. Ça n'a pas les sujets sérieux, mais ça reste toujours vraiment très très drôle. Ouais. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très très drôle. Et je trouve que ça ressemble à aucune autre série. J'ai essayé de chercher un truc qui pourrait ressembler moi, à ça. Ça m'a fait penser à deux choses. The End of the Fucking World. Ouais. Parce qu'il y avait le rapprochement entre la fille et le garçon qui était assez improbable et qui montait un coup ensemble, entre guillemets. Et puis Everything Sucks sur la sexualité des ados, mais alors c'était la découverte. Ouais, mais j'avais beaucoup moins accroché à c'est moins fun, c'est pas pareil. C'était beaucoup moins fun et c'était moins... ouais. Justement, le côté années 80 était trop martelé dans le truc. Ouais, le Walkman et tout, ça m'avait vraiment rebuté. Ah ouais, là, c'est très mélangé. De toute façon, les séries anglaises, il y a rarement des choses qui ont été faites de la même façon. Ils arrivent toujours à se démarquer. Hyper original et franchement, vraiment, c'est top. Donc, Yann nous dit qu'il va y avoir une saison 2. Oui, je crois certainement, bien. Oui. Et Maëve est française. Oui, j'ai vu cette info, ouais. Qu'elle était née dans la Sarthe ou un truc comme ça. Mais qu'elle a grandi aux États-Unis. Donc, il me semble que c'est ça. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez y aller. Franchement, vous passerez un très bon moment. Ouais, c'est le petit coup de cœur du mois de janvier. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est parti. Bon, maintenant, il est temps de passer à notre grosse série du mois. Enfin non, c'est même pas une série, c'est un épisode, en fait. C'est un film, c'est même pensé comme un film, je crois, parce que c'est sur Netflix, tu l'as pas dans... C'est une expérience. Une expérience, pardon. Lançons l'expérience. Tu vas faire de la com. Oui ou non. Cliquez sur oui si vous voulez nous entendre parler de Bandersnatch. Parti. Alors, Bandersnatch, ça donne pas envie ce nom quand même. Oui, je sais pas d'où il est sorti, surtout que Bandersnatch. C'est pas terrible. Mais donc, c'est plutôt l'épisode interactif de Black Mirror sur Netflix. Ouais, l'épisode qui nous ont teasé pendant toute l'année. On disait, il y a Black Mirror qui sort cette année. C'est parce qu'en fait, il y a pas de saison 4. Je sais plus quelle année, 5. Il n'y a pas la nouvelle saison. Non, il n'y a pas de nouvelle saison, justement. Il y a que ça. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est pour nous faire patienter les coquins. Ouais. Et donc, ils nous ont sorti un épisode interactif qui est, pour le coup, assez atypique. Très, très atypique. Hein. Le côté interactif, on sait que Netflix, ils pushent le truc depuis quelques temps. Il y avait des dessins animés, je crois, qui avaient été interactifs. Il y avait eu le fameux Buddy Thunderstruck. Ouais, Buddy Thunderstruck. Où tu décidais s'il allait se manger un camion ou une voiture, des trucs comme ça. C'était assez sympa. Ouais. Et le chapeauté. Ah, le chapeauté. Ouais. C'est ça, j'ai entendu parler. Et du coup, là, c'est pas Netflix qui a démarché donc les auteurs de Black Mirror, mais c'est eux qui avaient l'idée de faire un épisode autour des jeux dont vous êtes le héros et tout ça. Les livres.
Des livres. Ouais. Des livres, il y a aussi des jeux aussi, mais des livres. Et du coup, ils ont entendu parler de Netflix qui voulait faire ça. Du coup, ils se sont dit, c'est l'occasion de faire un épisode de la série autour de ça. Et donc, il faut un ordinateur. Il faut une télécommande. Un ordinateur. Smart Télé, ça marche. Je l'ai vu sur ma télévision. Alors, ça marche pas sur l'Apple TV. Ah, dommage. Donc déjà, dommage les gars. Dommage. Donc si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une vidéo qui t'explique que ça marche pas. C'est non. Une petite vidéo de 2 minutes qui vous explique que non, en fait, l'Apple TV ça marche pas et qu'il va falloir aller sur un ordinateur pour pouvoir faire fonctionner. Merci Apple. Ah, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, ça marche sur les tablettes et sur les ordi. Oui, c'est ça. Mais sur les consoles aussi. Voilà. Donc sur les consoles aussi. Non, mais c'est un peu frustrant quand même. On te lance le truc. Alors j'avais mis la photo, je l'ai plus. Ah ben donc elle a disparu. Il fallait qu'il y ait le petit logo avec une espèce d'explosion sur le carré, sur la miniature de Netflix. Ça voulait dire interactif. Ah ouais? Ouais, mais je l'ai pas chopé. Moi. Non, moi je l'ai pas évidemment. C'était juste pour m'embêter. Donc ça c'est juste... Bon, ça c'est la photo. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'épisode? En fait, on va vous expliquer comment ça fonctionne le truc interactif. Donc il faut vraiment... Il y a un petit tuto. Je clique sur oui ou sur non, ou sur le nom, sur l'action que je préfère. Au début, on va vous demander de choisir des choses très banales. Vraiment, on se dit, bon, on s'en fout un peu, hein, sur la musique, les céréales, c'est super simple. Mais plus ça va devenir Black Mirror-esque. Oui. Et donc, les choix vont devenir très cornéliens, ou en tout cas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est... Surtout que t'as du temps. T'as du temps, ah oui. T'as une petite barre qui descend et... T'as le timing, donc est-ce que tu vas manger les Frosties ou pas? Tu sais pas. Faut aller vite, faut être clair. Tout peut se jouer là-dessus. C'est ça. Et donc, du coup, on va suivre un jeune qui a inventé un jeu. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Bandersnatch. Bandersnatch, ouais. Qui est tiré d'un livre qui s'appelle aussi Bandersnatch, hein, et qui est un livre dont vous êtes le héros, exactement, et qui souhaite adapter en jeu vidéo. Donc, il va démarcher une boîte de jeux vidéo pour faire son jeu. Ouais. Et là, il y a le premier choix. C'est ça. Et là, il y a le premier choix. Le premier choix très Matrix. Oui, très Matrix, ouais. Très Matrix, d'ailleurs, mais bon, ouais. Il y a le premier choix, et en fonction, donc, ça va déclencher une suite... Déjà là, oui, t'as déjà le premier embranchement voilà, il y a le premier embranchement. Qui est là. Et donc, bon, on sait pas si vous vous êtes amusez-vous à tout tester. Je suis sûre que... Parmi les geeks, on est obligé de tout savoir. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Mais en même temps, si vous testez pas, ils vous proposent quand même de tester. C'est-à-dire que t'es pas obligé de recommencer au début tout le temps. Ah non, au bout d'un moment, non, ça revient à un embranchement. C'est assez bien fichu quand même, ce truc. J'aurais bien aimé avoir une vraie map et choisir vraiment remonter à quel moment pour refaire certains autres choix. Ouais. Là, c'est guidé dans le choix. C'est comme dans le jeu. C'est ça, t'es très guidé. Oui, c'est comme dans le jeu. En fait, le choix n'est pas totalement libre. Il y a plein de moments où t'as pas le choix. Où tu sens que l'intrigue te guide vers là où elle veut aller, en fait. Ouais. Et bon, du coup, ça casse parfois un peu l'expérience. Mais il y a d'autres moments où, justement, là, ils vont retourner la table autour de toi et tu te demandes qui c'est qui décide. Si c'est toi ou si c'est eux, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant quand c'est comme ça. Et du coup, en fonction de ce que vous avez testé et tout ça, l'épisode dure pas du tout le même temps. Oui. Donc ça, c'est quand même assez génial. Apparemment, il y en a qui arrivent à le voir en 45 minutes. Tout ça, t'as pris combien? Nous, ça nous a pris 50... Moins d'une heure. Ça nous a pris moins d'une heure. Ah d'accord, ça a pris 1h30 par exemple, tu vois. Ah ouais. Ouais. Au bout d'un moment, je dois avouer que j'en avais un peu marre. Ah ouais, non, parce qu'en fait, ça rembobine... Enfin, ça fait comme un rembobinage, donc à un moment donné, ça te rejoue les mêmes scènes, mais en accéléré. Oui. Et au bout d'un moment, quand t'as vu 5 fois le même truc, t'es là, oui, bon, c'est bon, je sais ce qui se passe, machin. Et oui, donc c'est vrai. Non, j'ai... Voilà, Pedro Lutas, 1h30 aussi, ouais, 1h30. Ouais. Ah non, ben moi j'ai eu beaucoup de fins négatives, du coup, enfin on a testé beaucoup les fins négatives, du coup c'était peut-être plus court le premier run en fait, et c'est après en revenant en arrière que j'essaie d'avoir la c'est happy peut-être ending. C'est peut-être ça que t'as fait, ouais. Oui, enfin l'happy ending. Non, déjà il n'y a pas d'happy ending, c'est Black Mirror. J'ai cherché, hein, mais bon. Et en gros, de toute façon, si tu choisis pas, c'est Netflix ça clique tout seul en fait. Oui, ça clique tout seul. Par défaut, ça clique, ça clique toujours, il me semble, à droite. Oui, ça clique à droite, exactement. Ça clique à droite. Tu cliques à droite. Si tu vas, tu cliques à droite. Donc, si tu fais tout à droite, normalement, t'as tous les choix Netflix. Enfin, les choix, mais il me semble. Ah, j'ai pas pensé à ça, oui. Ouais. Si la vraie histoire, elle se déroule, si tu suis tous les choix de tous les clics de droite. Je sais plus, mais il y a des trucs super compliqués. Alors, bon, du coup, comme on est un peu taré, les geeks, il y a des trucs, des fois, qui se passent. Donc, il y a des gens
qui ont fait justement le map que tu réclames, Oui, ça existe je l'ai vu, sur ouais. Internet, tu l'as vu sur Reddit ou qui t'explique toutes les fins possibles. Donc a priori, il y en aurait 5 si j'ai bien. Ouais, il y en a 5, je sais pas si j'ai eu les Il y en- 5, moi. Il y en a Il y en a 5. beaucoup qui se ressemblent. Ouais. Ah, Et mais du après, coup, ils ont ça- quand même essayé de faire des fins. Il y a des fins what the fuck que j'ai adoré. Voilà, il y a des fins. Il y a la fin what the fuck, la fin super triste, Ouais. la fin hyper trash. Il y a quand même des trucs. Il y en a ouais. une où t'as 2 variantes à peu près de Ouais. la même, là. Et donc la théorie du complot, j'allais dire, serait que le choix de céréales est vachement important en fait. Ça, j'adore. Ça j'adore. Donc bon, je vous dévoilerai pas tout. Si vous voulez vraiment chercher, il faut aller. Ah, Et faut aller chercher un moi, petit peu. Alors en fait, le tigre, il y aurait 5. Alors, si j'ai bien compris, il y a 5 fins, mais il y a aussi un easter egg caché qui permettrait d'obtenir des trucs supplémentaires. Et pour ça, il faut... je peux pas vous expliquer ça, même moi j'ai pas retenu le truc, mais il y a tout un chemin qui est expliqué selon les différents choix, et il y a que si on fait ces choix précis dans cet ordre précis qu'on obtient quelque chose supplémentaire. Je vous laisse chercher parce que là, j'ai pas eu la patience de le refaire une autre fois. Et aussi, il y a un site internet. Oui. Est-ce que t'as cliqué sur Non, le lien je que sais j'ai pas, mis? j'ai T'as pas pas cliqué. cliqué. Il y a un site internet. Je peux pas afficher ça. On a mis 0 photo, tiens, Kevin, en fait. Il y a donc un C'est site pas trop internet qui spoiler, en fait, s'appelle... vu qu'il y a des trucs à choix, en fait. Donc, qui s'appelle tuckersoft.net. Alors, c'est un faux site internet de l'éditeur de jeux vidéo, voilà, attention, de jeux vidéo. Et si on clique sur un certain... non, je vous dis pas lequel. Si on clique sur une pochette d'un des jeux vidéo, on peut accéder, en fait, à une version du jeu qui a été réalisée dans la série. Ah, d'accord. Sauf que le jeu, il faut... Attends, parce que... Alors là, du coup, ça dépassait complètement mes compétences en informatique. Ouais. Mais il faut un émulateur et un truc. Alors ça, c'est pour RGB, s'ils veulent bien vous faire un truc, je sais pas. Je sais pas, je connaissais même pas. Il faut un truc spécial, et là, voilà. Ouais, tu dois télécharger une ROM. C'est pas la Switch, quoi. Enfin, après, moi, donc, c'est pas... Il y a une ROM que tu dois télécharger. Voilà, il y a un truc spécial, tu peux... Voilà. Ça, c'est vraiment les gros trucs de la série. Enfin, c'est... Oui, Tuckersoft, ok. Ils sont enfants. Sinon, pour le commun des mortels, on va dire, les gens qui comprennent les choses basiques, c'est juste sympa parce qu'il y a plein de trucs méta. Le côté méta, est vraiment sympa. Moi, ça m'a fait rigoler. Ouais. C'est la fin que j'ai préférée. Après, l'histoire... Bah, l'histoire est pas ouf. Ouais. C'est vraiment ça, le côté un peu décevant. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, ils se sont lâchés sur tout ce qui est embranchement, réflexion, tout ce qui peut se passer, machin, mais l'histoire, à la base... Elle est pas dingue. Enfin, Black Mirror nous a habitués quand même à beaucoup mieux. Beaucoup mieux que ça. Parce que l'histoire, si tu la suis de façon linéaire, elle est pas géniale. Souvent, c'est compliqué d'en parler sans dire ce qui se passe. Génial, mais en gros, c'est pas... Puis il y a des trucs qui se passent, c'est vraiment trop... Ça reste c'est très dérangeant, mais il n'y a pas le côté peut-être surprenant, en fait, dans la narration elle-même. Le côté surprenant vient plutôt du choix, finalement, des fins que tu vas avoir, plutôt que dans l'histoire en elle-même, qui est en fait très très basique. Et on n'a pas dit que ça se passait dans les années 80, en fait. Ah, 84. Oui, mais tout se déroule... Mais non, 84, c'est hyper important, je pense. Très belle année, 84. Non, je pensais pas à toi. Je pensais au livre, mais... Ah oui. Mais bon, aussi, oui, c'est aussi... un petit truc aussi qui est sorti. Voilà, les références méta hors contexte des années 80, c'est hyper drôle. Ah, Nicolas Popu a la réponse. Émulateur de ZX Spectrum. D'accord, ok. C'est ça. Moi, j'ai le corbeau qui passe là. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Compris, Mais toi, t'as compris. Bon, de toute façon, tu iras chercher, puis c'est tout. T'avais qu'à cliquer sur le lien. Ah, j'ai mis le lien, t'as pas cliqué. Non, je vais pas aller voir. Moi, je vais aller voir plutôt le soft qu'ils ont utilisé pour écrire le scénario. Okay. Parce qu'il y a des softs maintenant qui sont faits exprès pour les histoires en branchement. D'accord. Avec des petites bulles et des traits où tu peux construire ton histoire. Parce qu'ils font pas ça? Moi, je croyais qu'ils faisaient comme ça. Oui, bien sûr. Avec des post-it et des fils. Et après, tu deviens fou. Tu passes à travers le miroir. C'est ça. Et tu sais que il y a des éditeurs de livres dont vous êtes le héros qui ont porté plainte contre Netflix pour donner... Parce que ça donne une mauvaise image de ces livres. Oui, bien sûr. Une mauvaise image. Oui, je n'ai pas trouvé que ça donne une mauvaise image. Non, ça donne pas une mauvaise image. J'en ai fait plein quand j'étais gosse. Donc, voilà où tu en es. Tu sais ce que c'est un ZX Spectrum. Voilà. Maintenant, je fais des podcasts, quoi. Putain, voilà où on va, quoi. C'est ça. Ils peuvent porter plainte, on sait pas. Donc voilà. Non, ça sent le coup de com' quand même. Je suis pas convaincu.
Tu sais, avec tout ce qu'on lit sur Netflix, tu sais plus. J'aurais dit plagiat encore à la rigueur, je peux comprendre, mais là, porter atteinte au truc que je suis là, bon, faut pas exagérer non plus, les gars. Pas exagéré. Bon, en tout cas, il faut le voir, je pense. C'est une expérience à faire, c'est assez, ouais, c'est vraiment par les choix. Et franchement, j'en ferais pas tout le temps, quoi, parce qu'en fait, c'est... moi, je suis très très prudent vis-à-vis de ça. Je suis vraiment pas fan du truc, mais parce que je pense que pour moi, la narration, c'est une histoire qu'on me raconte. Donc c'est les auteurs qui me racontent une histoire. C'est pas à moi de décider les trucs, parce que généralement nous, on n'est pas auteurs, donc on fait pas les bons choix. Pareil. Généralement. Ouais. Donc j'aime bien qu'on me raconte une histoire, donc j'étais un peu prudent vis-à-vis de ça. Et bon, s'il y a quelqu'un qui pouvait réussir, c'était Black Mirror, forcément, parce que eux, au niveau embrouille, la limite entre le réel et le virtuel, ils font ça depuis 4 saisons, donc ils savent y faire. Complètement. Maintenant, si d'autres le font de Netflix, ils vont, maintenant que ça cartonne, ils vont pousser ça. Oui, ils ont dit qu'ils allaient en faire plein, mais non, c'est pas le but. Je suis pas convaincu que ça marche, honnêtement. C'est pas le but. Là, il y avait tout le côté méta qui était assez marrant et tout, mais tu peux pas le faire 50 000 fois. Non, ça a pas d'intérêt de refaire... Non, le CA, ça va tomber dans le gimmick après, et je pense pas que ça puis en plus, si bien. c'est compliqué quand même à faire. C'est pas long, compliqué. Ouais, les auteurs ont dit que c'était vraiment très compliqué. S'ils avaient su que c'était aussi compliqué, ils l'auraient peut-être pas fait. Je pense, c'est ça. C'est pour ça, donc voilà. Mais voilà, pour le côté, c'est plus un jeu vraiment qu'une série ou qu'un film au final. C'est un jeu, tu vas chercher différents. Mais en fait, c'est comme dans Life is Strange, quoi. Tu fais tes choix, tu rembobines, t'es pas content de ton choix, tu rembobines, tu refais. C'est aussi inspiré des jeux dont vous héros au final. Tu testes plus en joie, tu reviens en arrière, tu testes autre chose. T'as un choix, t'es content, mais t'es un peu curieux parce que t'as envie d'avoir les fins négatives ou les fins positives pour voir comment ça marche et tout ça. En plus, dans Life is Strange, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient mis les pourcentages de combien de personnes avaient choisi ça, combien de personnes avaient choisi ça. Oui, c'est très courant. Ça, Netflix, ils ont pas fait. Non, c'est dommage qu'ils l'aient pas fait complètement. Ouais. Les Telltale aussi le font. Pour savoir ce qu'on a. Tant de personnes ont choisi de tuer tel personnage. Ah oui, c'est vrai, les Telltale, ils font ça aussi, exact. On avait fait, on avait streamé ça, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas les stats derrière. Ça serait pas mal. Donc, savoir quels sont les sociopathes parmi les spectateurs Netflix ou pas. Bon, mais en tout cas, je pense que vous, ça devrait vous intéresser. Ouais, c'est à faire une fois. Après, une fois. Tu fais qu'une fois. Bah oui. Tu testes et tu passes une soirée dessus et je pense pas que tu y reviennes derrière. Mais voilà, l'expérience est intéressante et bon, faut le faire. Si vous kiffez Black Mirror, voilà, faut vraiment le faire. Tout à fait. Ça sera le mot de la fin. Ok, et bien pour une fois, on a une dernière rubrique. Oui. C'est un peu Noël, ou pas? En fait, c'est mon Noël. C'est vrai. En fait, c'est parce que c'était mon anniversaire, donc je me suis fait ma rubrique d'anniversaire toute seule en me faisant plaisir. Donc c'est le What Else. Bon, alors qui a dit que j'étais fangirl? Personne. Tu as pas le droit de regarder ta tablette. Ah, pardon. Je pose ma tablette. Qui a le droit? Donc, la fangirl que je suis n'a pas pu résister à l'envie de vous faire un What Else sur Gillian Anderson. Ah, bien sûr. Forcément. J'ai même pas amené ma Funko de Scully. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, Gillian Anderson, qui est née en 1968, quand même. Alors, tout le monde est là. On dirait pas. Calculé. Ah ouais, c'est pas trop dur, ça va. Et donc, a commencé sa carrière dans une toute petite série dont personne n'a jamais entendu parler. Qui s'appelait donc X-Files. Et ça nous... Aux frontières du réel. Ça nous ramène quand même en 1993. Cette histoire. En revanche, ça donne un petit coup de vieux. Et comme les tailleurs de Scully, ils ont pris un coup de vieux. Bon, tout le monde... je pense que tout le monde sait, mais quand même, à la base, ça devait pas être... Enfin, les studios, la Fox ne voulait pas de Gillian Anderson dans le rôle de Scully, car elle n'était pas assez... comment dirais-je, plantureuse. Et ni assez blonde, d'ailleurs. Ils cherchaient vraiment la belle bimbo blonde pour être aux côtés de David Duchovny. Et c'est Chris Carter qui s'est battu pour imposer Gillian Anderson, qui n'avait rien fait à part un tout petit rôle dans un truc qui est introuvable. Et que c'était vraiment sur la rencontre entre les deux que ça s'était illustré. Il avait donc parié sur elle. Il a eu bien raison, n'est-ce pas? Et donc, X-Files, ça a duré quand même... Bon, depuis, avec le revival, 11 saisons. Entre-temps, elle a quand même fait d'autres choses. Oui, elle a fait que ça. Et pas mal, en tout cas au départ, pas mal de voix. Ouais. D'accord? Donc, la plus connue, c'est quand même elle-même. Oui, c'est génial cet épisode. Génialissime épisode des Simpsons, où donc Mulder et Scully font leur apparition, et c'était en 97. Ouf. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et ça, c'était très très bien. Et elle a fait pas mal d'autres apparitions voix.
Et pendant le temps où elle a tourné X-Files, elle n'a pas fait grand-chose, elle a fait du théâtre. Et puis, il y a eu quand même un petit peu... on la voyait pas beaucoup. Pendant une grande période, on la voyait plus du tout. Jusqu'à ce rôle-là. C'était un peu... Oh, je vais pas trop zoomer. C'était donc en 2011. Ouais. C'était Great Expectations, la série où elle a joué le rôle de Miss Havisham, qui est en fait normalement un personnage beaucoup plus vieux, qui avait déjà été joué par Helena Bonham Carter. Et elle était extraordinaire. Vraiment, elle est presque méconnaissable. Donc, Histoire de quoi? C'est une histoire de Dickens, un truc historique. Un truc bien britannique. Un truc bien britannique. Parce qu'en fait, il faut savoir que Gillian Anderson est américaine. Je sais pas si vous avez fait gaffe à son accent. Ouais, mais moi, je suis toujours très, très confus là-dessus. Non, voilà. Alors, en fait, elle est américaine, elle est née à Chicago. Mais en fait, elle a passé sa jeunesse, elle a déménagé en Angleterre, elle devait avoir 6-7 ans. Donc, elle a passé sa jeunesse à Londres. Donc, elle a un accent anglais. D'accord. Donc, dans X-Files, elle avait un accent américain. Enfin, pas américain comme David Duchovny qui bouffe ses mots. Oui. Mais un accent plutôt américain. Mais en vrai, elle a un accent britannique. D'accord. Et du coup, voilà. Et du coup, tout le monde... En fait, après, quand elle a eu... je sais plus trop, vers le lycée, elle est revenue vivre... aux États-Unis et donc tout le monde se moquait d'elle avec son accent british, hein, forcément. Donc ça l'a pas trop aidé à ses débuts pour la comédie, c'était compliqué. Donc elle sait faire les deux accents. Ensuite, donc elle a joué dans la série américaine, donc celle-ci. Pas terrible ma photo, pourtant j'avais pris une bonne qualité, je suis déçue. Elle joue dans Hannibal. Ah oui, c'est Hannibal, ça. Ouais, bon, on voit pas Hannibal, on voit un mixeur, il y avait un indice. Ah, l'indice, c'était là. Alors, Hannibal, en 2013. Oui, donc, série de Brian Fuller. Ouais. Dans la série, en fait, à la base, dans Hannibal, dans le roman, tout ça, son personnage n'existait pas. Oui. Il a été créé exprès pour Gillian Anderson par Brian Fuller, qui aimait beaucoup l'actrice. Qui porte le nom d'une autrice, je crois. Daphne de Maurier. Une écrivain. Une écrivain, c'est ça. Une écrivain. Même année, elle a fait une autre série. Oui. C'est là que je me suis dit... elle est anglaise, en fait. Elle est anglaise. Une série anglaise. The Fall, avec Jamie Dornan. Oui. Fameux. Donc c'était en même temps, sauf qu'il y a eu un peu plus de saisons de The Fall que de Hannibal. Elle a joué dans plus longtemps. Et là, donc elle était un agent non, une policière, pas du FBI, j'allais dire. Non, une DSI, détective, sergeant détective, je sais plus. Et donc elle traquait le fameux serial killer de The Fall. C'était super bien cette série. Ouais, c'était bien. Beaucoup mieux que le remake TF1 qui était assez oubliable. Ouais, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas tenu très longtemps. Voilà. Alors, en 2014, elle a joué dans une série que je n'ai pas vue avec Gillian Anderson. Non, ça existe. T'as vu, il y a une série que tu n'as pas vue avec Gillian Anderson. Ouais, mais j'avais tellement pas envie. Ça s'appelle Crisis. Et c'est un truc sur des enlèvements enfin, je sais même pas, un truc de président. Enfin, ça avait l'air relou, donc j'ai pas... ça avait l'air relou. Donc, j'ai pas regardé Crisis. J'avoue. J'ai un truc dans ma culture sur Gillian Anderson, je ne l'ai pas vu. Par contre, là, c'est autre chose. Elle est en costume. C'est plus proche de en 2016, elle joue Anna Pavlova dans la série Guerre et Paix. Donc British également. Qui était pas mal du tout l'adaptation du roman Guerre et Paix. Et donc elle jouait une riche aristocrate qui fait que faire des fêtes et tout ça. Donc elle est très bien. Très British là-dedans. 2017, c'est la Révolution. Brian Fuller lui donne le rôle de Média dans American Gods. Oui. Cette série, c'était dingue cette série. Et donc elle joue Média. Ou plutôt médias, les médias, je ne sais pas, parce qu'en fait, elle incarnait donc le dieu média. Ouais, c'est le nouveau dieu. Donc, le nouveau dieu média, et donc elle jouait des icônes télévisuelles, en gros. Ouais, qui apparaît au héros sous forme d'icônes. Donc ici, elle était en Marilyn. Elle incarnait aussi Lucille Ball, donc la pionnière des sitcoms américaines. Et également, alors là,
David Bowie. David Bowie, c'était pas dans le roman, ça a été ajouté. C'était ajouté pour elle, voilà. Mais Brian Fuller, je crois qu'il il a une love de Gillian Anderson. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle ressemble, enfin, c'est... Ah oui, non, c'est top. Hein. Il y avait une quatrième aussi, c'était Magicien d'Oz. Dorothy du Magicien d'Oz. Mais du coup, c'est dommage qu'elle soit pas là pour la saison 2, du coup. Non, elle sera pas là pour la saison 2. Bah, Brian Fuller non plus, de toute façon. Et moi non plus. C'est bizarre. J'ai regardé, je pense, le début, mais... Ils m'ont enlevé Brian Fuller et Gillian Anderson. Ça s'annonce pas très bien. C'est pas terrible. J'ai quand même regardé pour la forme, mais ça s'annonce pas très bien. C'est ça. Donc, cette année, on l'a vu donc, dans le rôle de Jean. Ouais. Dans Sex Education, femme plus que libérée, avec un magnifique peignoir jaune qui a son importance dans la série. Et en 2020, donc, on la verra dans The Crown. Voilà, donc, dans Margaret Thatcher, si un jour on m'avait dit que je mettrais Margaret Thatcher dans le podcast sur les séries, mais voici, elle sera Margaret Thatcher. Donc ça, voilà, elle a une carrière de fou, et puis là, en ce moment, elle est au théâtre, enfin, elle fait... En plus, elle s'occupe de l'association pour les femmes, enfin, elle fait 10 000 trucs. Ah, c'est cool. Et donc, elle a fait tellement de choses. Est-ce que tu savais qu'elle avait fait un disque? Ah non, elle a fait de la chanson. Elle a fait de la chanson. C'est pas la meilleure chose qu'elle ait faite. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer la pochette de cette perle de la chanson qui s'appelle Extremis. C'est le groupe s'appelle HAL, c'est le nom du groupe, et donc c'est un featuring. Ah, elle est juste en featuring dessus. Hein. C'était à l'époque X-Files. Écoutez, je peux pas vous diffuser d'images dans le podcast, c'est dommage, parce que c'est un clip assez conceptuel et enfin sexuel aussi, enfin bref, je voulais mélanger les deux, ça a pas marché. En fait, en gros, il y a des statues dorées qui prennent des poses lascives, et elle se promène au milieu des statues dorées en nuisette et en... Bon, voilà, il y a une esthétique de clip dans le début des années 2000. Sur une espèce de lenteur. Et puis, en fait, elle ne chante pas, elle parle. Ah oui, c'est vraiment conceptuel. Voilà. Depuis, elle n'a plus fait de disque et on sait pourquoi. Ouais. Parce que non. Là, il fallait lui dire, faut pas. vraiment, là, Gillian, il fallait pas. D'accord. Donc voilà, donc une actrice qui a 50 ans et qui a fait déjà des rôles hyper différents. Ouais, hyper différents, mais qui tourne au taquet, enfin, vraiment. Qui tourne au taquet, ouais. Puis après, elle fait des petits guests dans des films et tout ça, donc elle a fait pas mal de choses. Et puis, elle est très active aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez sympa à suivre. Donc voilà, c'était mon cadeau à moi-même. C'est bien ça. Ouais, c'était cool. Voilà. Elle chante aussi bien que Julien Lepers. Ouais. Ou que l'autre qui faisait Cuitas les bananas, c'est... Philippe Risoli, merci. Ah, grand moment de culture dans ce podcast. On passe de Tolstoï à Margaret Thatcher à Philippe Risoli. Philippe Risoli, hein. Ah, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. C'est parfait. Ben, en tout cas, merci de nous avoir écoutés dans ce 31e numéro, qui n'est pas le numéro de la sagesse, finalement, je crois. Finalement, non. Non, parce qu'on termine sur du Philippe Risoli, quand même. Non, on n'y arrivera pas. Faut garder certaines valeurs. On va peut-être au 40e numéro, on sait pas au 31e en tout cas. N'hésitez pas à venir discuter sur Twitter avec nous. J'ai oublié de mettre nos Twitter sur l'écran. Oui, c'est vrai, on les a oubliés. Alors, Monsieur 84. Ouais, c'est vrai. Ça s'affiche. En vas-y, mais dis-le. Ah, Browncode 84 sur Twitter. Et voici Season 1 avec un 1. Puis dans l'ordre, ça s'affichait dans l'ordre et tout. Ouais, non, mais je sais, mais il y a un fail. C'est dommage. Ah, puis il y a aussi mon père qui me téléphone en live. Très bien. Eh bien, c'est n'importe quoi cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Profitez bien de la neige et du blocage pour regarder les séries. Il y en a plein et on reviendra dans un mois pour vous parler encore d'autres choses. Donc allez-y, regardez les séries. Salut! Bye bye!